Honorables collègues, il y a 2 ans, 1200 hommes, femmes et enfants ont été tués dans le sud d'Israël. Et je demande à cette Chambre de penser à l'horreur de cette journée et à l'horreur de ce qui s'est passé dans son sillage à Israël, à Gaza et en Cisjordanie. Je condamne la mort de ces civils innocents le 7 octobre 2023, le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l'Holocauste. Et je condamne également les attaques qui ont eu lieu dans les synagogues et dans d'autres endroits à Manchester, Berlin, Varsovie, Tokyo. Et même à Ottawa, lorsqu'une femme âgée a été attaquée dans un supermarché il y a un mois. La communauté juive essaie de se remettre de ces agressions et nous demande d'éduquer les gens par rapport à l'Holocauste et d'arrêter ces actes antisémites. Nous sommes à 4 mois de la journée du souvenir de l'Holocauste, mais il nous faut tous les jours jusqu'au 27 janvier, penser à notre engagement solennel de nous souvenir des 6 millions de Juifs et des autres qui ont été tués par les nazis. Et il faut qu'on puisse dire plus jamais. Il faut que tous les jours, ce soit la journée du souvenir de l'Holocauste, parce qu'on ne peut pas admettre que cette chose se reproduise. Je vois à quel point il est difficile pour nous de penser à l'idée qu'un État moderne qui représente le peuple sémitique qui a tant souffert pourrait causer des actes horribles à l'égard d'un autre peuple sémite. Il y en a certains qui disent que c'est antisémite de dire que l'État d'Israël pourrait commettre un génocide à l'égard des Palestiniens. Mais cet argument est illogique. Il ne rend pas honneur au souvenir de l'Holocauste et l'esprit de plus jamais. Évidemment, il y a ceux qui disent qu'il n'y a jamais eu de génocide. Le génocide, c'est le crime des crimes dans le droit international et le terme a été utilisé de façon libérale pour décrire de bon nombre de situations troublantes à l'échelle de la planète et les abus des droits de la personne. Je ne me sers pas de ce terme à la légère et je m'en remets aux experts qui appliquent des critères stricts dans le cas de l'assaut d'Israël en Palestine depuis le 7 octobre 2023, il y a un consensus qu'il s'agit d'un génocide. Le mois dernier, une commission internationale indépendante onusienne, on rappelle le règlement, est-ce que vous pourriez, par rapport à la règle 6.13.1, relativement à l'utilisation de langue, je trouve que par rapport à la référence au mot génocide, c'est offusquant parce que le génocide n'a pas été confirmé et je trouve que c'est particulièrement offusquant étant donné qu'aujourd'hui, nous nous souvenons de la disparition de 1200 personnes, y compris de Canadiens. Est-ce qu'il y a d'autres sénateurs qui désirent prendre la parole? Sénateur Wu? J'allais en fait vous montrer pourquoi on parle de génocide. J'allais citer en fait la commission indépendante internationale onusienne sur les droits de la personne qui a rendu son jugement il y a à peine un mois. Est-ce qu'il y a d'autres sénateurs qui souhaitent intervenir sur ce point? Sénatrice Saint-Germain? Si je puis, Monsieur le Président, je pense qu'aujourd'hui, c'est la commémoration d'une triste journée, inacceptable journée, non seulement pour tous les Juifs du monde, mais aussi pour tous les humains sur cette terre. Je proposerais que le sénateur puisse continuer demain son intervention si elle porte sur un autre aspect que les tragiques événements du 7 octobre. Sénateur Wu, je crois que c'est un bris de mon privilège. Au fil de mon discours, je vais élaborer sur les points sur lesquels j'avais commencé. J'allais justement commencer à expliquer ce à quoi s'objecte la sénatrice Wallin. Est-ce que vous allez me permettre de continuer et pour expliquer pourquoi nous devons prendre cela très au sérieux? Sénatrice Martin, si je puis, j'aimerais soutenir ce qu'a dit la sénatrice Wallin et la sénatrice Saint-Germain. Il s'agit
un jour très important. On a entendu une déclaration concernant les horreurs du 7 octobre il y a 2 ans. Donc, avec tout le respect sincère que j'ai pour la communauté juive partout dans le monde et pour ceux ici au Canada tout particulièrement, si le sénateur Wu pouvait continuer cette déclaration demain, par respect. Je pense que nous partageons tous cette opinion. Monsieur le Président, je donne ce discours avec tout le respect pour la communauté juive. J'ai déjà dit clairement que je condamne les horreurs du 7 octobre 2023 et les actes de violence contre les Juifs au Canada et partout dans le monde. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose de ne pas permettre ce discours de continuer parce qu'on offense les sensibilités de certains sénateurs. Si ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas eu de génocide, eh bien, qu'on en débatte. Et laissez-moi vous présenter les preuves. Honorables sénateurs, je vais demander à tous les sénateurs, selon le règlement 6.13, et je vais le lire, pour vous rappeler que lorsqu'on fait cela, c'est non parlementaire. Et de profiter de ce moment pour réfléchir à cet article 16-13 qui dit que les propos injurieux ou offensants sont non parlementaires et contraires au règlement. Et j'encourage le sénateur Wu et l'ensemble des sénateurs à regarder cette partie d'article du règlement et de le prendre en compte. Sénateur Wu. The International Commission found that Israel has violated the... La Commission internationale a conclu que et je cite, on a tué en infligeant des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, en imposant délibérément des conditions d'existence calculées pour entraîner la destruction totale ou partielle des Palestiniens et en imposant des mesures visant à entraver les naissances. La responsabilité de mettre fin au génocide incombe avant tout à Israël, mais pas à lui seul. Tous les États, y compris le Canada, ont l'obligation légale, en vertu du droit international et national, de mettre fin au génocide et de punir les responsables. Ce qui m'amène à ma motion. Je demande au gouvernement du Canada d'examiner le risque que représente pour le Canada et les Canadiens la complicité dans les violations du droit international, y compris les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, et de rendre compte de ces conclusions dans les 3 mois suivant l'adoption de la présente motion. Pourquoi avons-nous besoin de cette motion? Eh bien, au cours des 2 dernières années, de graves violations du droit international ont été perpétrées à Gaza. Ces actes ignobles ont été retransmis en direct sur nos téléphones et diffusés par les dirigeants israéliens avec arrogance et dans une apparente impunité. Qu'avons-nous fait pour essayer d'empêcher cela? Qu'avons-nous fait pour qu'il soit plus facile pour Israël de commettre des crimes de guerre? Pourquoi avons-nous interdit aux Canadiens de faire ce qu'ils pouvaient pour tirer la sonnette d'alarme et pourquoi les avons-nous punis? Pourquoi y a-t-il 2 poids 2 mesures dans la façon dont nous avons réagi à la situation à Gaza par rapport à l'Ukraine, par exemple? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles ma motion cherche à répondre. Et pas seulement des réponses du gouvernement, car ce sont des questions que nous devons poser plus largement à la société canadienne. Comment les universités ont-elles agi à l'encontre des étudiants et des enseignants qui défendent la justice palestinienne? Qu'ont-elles fait des investissements en Israël? Qu'en est-il des entreprises canadiennes et de nos fonds de pension? Comment les organismes professionnels, les hôpitaux, les conseils scolaires ont-ils utilisé l'antisémitisme comme arme pour empêcher leurs membres de dénoncer les atrocités commises en Palestine? Pourquoi les médias ont-ils été si partiaux dans leurs reportages sur la situation en Palestine et quel rôle cela a-t-il joué dans le déroulement du génocide? Quelle quantité d'ingérence étrangère et de désinformation au nom d'Israël et de ses alliés nos forces de sécurité et de renseignement ont-elles permis au Canada au service de ces crimes? L'interdiction de commettre un génocide est un jus cogens ou une norme impérative à laquelle aucune partie, y compris les individus et les entreprises, ne peuvent déroger. En déposant cette motion, j'appelle les Canadiens à avoir une conversation nationale sur ce que nous avons fait pendant qu'un génocide se déroulait sous nos yeux. Il s'agit peut-être d'une conversation inconfortable, mais elle est nécessaire et a déjà lieu dans tout le pays.
Par exemple, un tribunal de citoyens sur la complicité canadienne est prévu pour le mois de novembre, reflétant le travail du tribunal de Gaza au Royaume-Uni et s'inspirant du célèbre tribunal Bertrand Russell sur les crimes de guerre américains au Vietnam. La question de la complicité n'est pas un débat académique. Il s'agit d'une question de droit international que le Canada prétend défendre. Le test ultime de notre adhésion au droit international est lorsque nous nous trouvons du mauvais côté de celui-ci. Et dans le cas du génocide israélien à Gaza, nous pourrions bien nous trouver dans cette position inconfortable. La Commission internationale indépendante d'enquête sur le territoire palestinien occupé des Nations unies a déclaré dans son document de synthèse d'octobre 2024. Citation. La Commission prend également note de la responsabilité des États par le biais de la complicité, à savoir que lorsqu'un État aide ou assiste sciemment un autre État dans la commission d'un fait internationalement illicite. La Commission note que, pour les violations du droit international humanitaire, elle a déjà signalé qu'Israël a commis des crimes de guerre dans le contexte de la guerre à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Sur la question du génocide, la Commission prend note des ordonnances de mesures conservatoires rendues par la Cour dans le cadre de l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. La Commission estime que tous les États sont conscients qu'Israël peut commettre ou commet des actes internationalement illicites, tant dans sa conduite des opérations militaires à Gaza que dans son occupation illégale de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. La Commission estime donc que si les États ne cessent pas leur aide et leur assistance à Israël dans la commission de ces actes, ils seront considérés comme complices de ces actes internationalement illicites. La position du gouvernement canadien, telle qu'elle a été exprimée tout récemment par notre nouvel ambassadeur auprès des Nations unies, est qu'il attend que la Cour internationale de justice se prononce définitivement sur la question de savoir si un génocide a eu lieu à Gaza. Il s'agit, au mieux, d'une déviation, ou plus inquiétant, en fait, la Convention sur le génocide vise autant à prévenir un génocide qu'à en punir les auteurs. Le Canada a été averti de l'imminence d'un génocide au moins dès janvier 2024. D'autres avis plus récents de la CIG en mars et avril 2024 ont souligné les risques de génocide et ont mis les États partis en demeure d'employer tous les moyens raisonnablement à leur disposition pour prévenir le génocide dans la mesure du possible. Fin de la citation. Au cours de ces premiers mois de l'assaut israélien sur Gaza, la position du gouvernement canadien a consisté en grande partie à défendre les actions d'Israël. Nous l'avons entendu ici même de la bouche de l'ancien représentant du gouvernement, qui, en réponse à ma question répétée sur le sujet, a affirmé que l'aide humanitaire à Gaza n'était pas entravée par Israël, qu'il n'y avait pas on ne visait pas les civils et que les actions d'Israël s'inscrivaient bien dans le cadre de son droit à l'autodéfense. Pourtant, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et de nombreuses organisations de défense des droits de la personne ont documenté le blocus intentionnel de l'aide humanitaire et de la nourriture, ainsi que l'armement de l'aide par le biais de contractants privés. Et toutes ces informations sont connues du gouvernement du Canada. Le gouvernement l'a reconnu en publiant périodiquement des déclarations exprimant sa consternation face à la situation à Gaza. La déclaration la plus forte a peut-être été faite le 19 mai 2025, lorsque le Canada a déclaré, conjointement avec le Royaume-Uni et la France, « Nous nous opposons fermement à l'expansion des opérations militaires d'Israël à Gaza. Le niveau de souffrance humaine à Gaza est intolérable. Nous demandons au gouvernement israélien d'arrêter ses opérations militaires à Gaza et d'autoriser immédiatement l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l'aide humanitaire, nous prendrons d'autres mesures concrètes en réponse. » Eh bien, l'offensive militaire s'est intensifiée et Israël a continué à restreindre l'aide humanitaire au point que l'ONU a qualifié Gaza d'endroit le plus affamé du monde. 4 mois après cette déclaration, le Canada n'a toujours pas pris de mesures concrètes pour mettre fin au massacre et rétablir l'aide humanitaire à Gaza. Entre-temps, l'horreur s'est aggravée. Aujourd'hui, alors que plus de 200 000 Palestiniens ont été tués ou blessés et que la quasi-totalité des infrastructures de Gaza ont été détruites, nous pouvons revenir sur nos déclarations pieuses et vides de sens et les considérer pour ce qu'elles étaient. En vertu de la Convention sur le génocide et du droit national, le Canada est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour mettre fin à l'assaut contre Gaza.
Cependant, au lieu d'assumer ses responsabilités juridiques, le Canada a continué à aider Israël en maintenant des liens militaires, politiques et économiques étroits avec le gouvernement israélien. Par exemple, le Canada a autorisé l'exportation d'équipements militaires vers Israël entre octobre et décembre 2023 pour un montant de 28,5 millions de dollars, soit plus que les montants totaux approuvés pour l'ensemble des années 2021 et 2022. Ce n'est que le 19 mars 2024 que le ministre des Affaires étrangères a annoncé que le Canada suspendrait l'approbation des futures demandes d'exportation d'armes vers Israël. Et pourtant, un groupe d'ONG a publié en juillet 2025 un rapport documentant des expéditions continues de biens militaires du Canada vers Israël, y compris des expéditions de balles, d'équipements militaires, de pièces d'armes, de composants d'avions et d'appareils de communication entre octobre 2023 et juillet 2025. Lorsqu'on leur a demandé d'expliquer ces expéditions, les Affaires mondiales ont tout au plus pu dire que les informations utilisées par les ONG qui s'appuient sur des données des douanes israéliennes ne sont pas cohérentes avec les ensembles de données utilisés pour administrer la loi sur les licences d'exportation. Le gouvernement du Canada autorise également le recrutement de volontaires dans l'armée israélienne pour des missions de combat ou non, en violation de la loi sur l'enrôlement à l'étranger. En fait, nous fermons les yeux sur les Canadiens qui aident et encouragent les crimes de guerre au nom d'Israël. Un autre facteur de l'éventuelle complicité canadienne est notre incapacité à imposer des mesures financières ou économiques à Israël. Si le gouvernement du Canada a imposé des sanctions à 2 représentants du gouvernement israélien, il n'a sanctionné aucun membre de l'armée. En d'autres termes, selon l'avis consultatif de la CIG de juillet 2024, le Canada n'a pas réussi à cesser toute relation financière, commerciale, économique et d'investissement avec Israël qui maintienne l'occupation illégale ou contribue à la maintenir. Le Canada continue d'accorder des avantages commerciaux à Israël par le biais de l'accord de libre-échange Canada-Israël. Cet accord viole depuis longtemps le droit international en ne faisant pas la distinction entre les biens et services en provenance d'Israël et ceux provenant des territoires illégalement occupés, y compris le Golan syrien occupé. Le fait que nous offrions encore un accès préférentiel au marché à Israël pendant son génocide en Palestine ne fait qu'aggraver notre mépris du droit international. Honorables collègues, certains d'entre vous penseront qu'il est contraire à l'intérêt de notre gouvernement d'admettre sa complicité en raison des dommages causés à notre intérêt national. Je suis sûre que c'est ce que pensent les conseillers juridiques du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères, ainsi que les membres du cabinet. L'instinct du gouvernement est bien sûr de plaider le déni plausible. Nous avons fait ce que nous pouvions, nous ne savions pas jusqu'à présent, nous avions les mains liées, nous sommes intéressés par des solutions plutôt que par des reproches, etc. Nous pourrions même finir par affirmer qu'un génocide n'a pas eu lieu, afin de nous exonérer de la responsabilité de ne pas avoir suffisamment agi pour l'empêcher. Ce serait le genre de logique cynique et tordue qui a permis au Canada de prétendre pendant 150 ans qu'il avait fait de son mieux pour les peuples autochtones, qu'il n'avait aucune idée des préjudices causés et qu'il valait mieux enterrer et oublier le passé. Il a fallu plus de 10 ans au Canada pour reconnaître son inaction face au génocide rwandais et s'en excuser. Faudra-t-il à nouveau attendre aussi longtemps pour la Palestine? Le fait que le monde n'ait pas réussi à arrêter un autre génocide alors qu'il en avait la possibilité est une tâche pour tous les pays. Plus tôt le Canada pourra accepter son rôle dans cet échec, mieux ce sera pour notre position morale dans le monde et notre capacité à être pris au sérieux sur les questions mondiales. Maintenant que nous avons reconnu l'État de Palestine, notre responsabilité de faire respecter le droit international pour la Palestine est plus grand que jamais. Cette motion comporte de nombreux aspects et j'invite les honorables collègues à s'exprimer sur chacun d'entre eux. Si nous adoptons cette motion rapidement, nous pourrions même obtenir une réponse du gouvernement à temps pour la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Nous apprendrons alors, le 27 janvier 2026, si le Canada veut vraiment dire « plus jamais » lorsqu'il dit « plus jamais ». Je vous remercie.